Voilà, donc l'IFEAC est très heureux aujourd'hui de faire de offrir la possibilité à Noémie Cadeau de faire cette présentation. Noémie Cadeau est boursière aide à la mobilité internationale à l'IFEAC cet été, donc ce qui lui a permis de faire son terrain, donc des travail dans les archives et un certain nombre d'entretiens et dont le résultat est maintenant cette présentation qui sera ensuite publiée en tant que papier sur notre site. Denis Cadot est étudiante en littérature comparée à l'École normale supérieure à Lyon. Et son intervention s'intitule Cengiz Aitmatov et les mouvements afro-asiatiques, une figure de l'internationalisme littéraire au cœur de la guerre froide culturelle. Donc, je trouve que c'est un sujet vraiment très intéressant et qui va présenter cet auteur mondialement connu et très important pour le Kyrgyzstan sous un angle qui est là beaucoup, beaucoup moins connu. Ben, merci, Noémie Cadot. Merci beaucoup Xavier pour l'introduction. Donc en effet, j'ai pu réaliser ces recherches au cours de l'été 2021 à Bishkek. Donc c'était en effet très intéressant de se concentrer sur le pays dont est originaire Aitmatov, qui est, comme nous le savons tous ici, la figure nationale emblématique de la littérature kirghize. Mais en effet, ici, j'aborde sa figure littéraire, sa posture sociale en tant qu'écrivain, sous un angle un peu différent de celui qu'on a l'habitude de voir, puisque cette fois, on va s'intéresser en fait à son engagement dans les mouvements anticolonialistes à l'époque de la guerre froide culturelle. Et donc, afin d'évoquer ce sujet, je vais faire une présentation qui reprendra en fait le plan de mon article, avec tout d'abord une introduction qui reprendra en fait des éléments de contexte historique sur les liens entre le deuxième et le troisième monde, dont je définirai ensuite ce que j'entends par ces deux termes. Et ensuite, dans un premier temps, on s'intéressera en fait de façon chronologique à la carrière littéraire d'Aitmatov, en se concentrant tout d'abord sur ses débuts littéraires et ce que j'ai appelé son entrée dans la République soviétique des lettres. Je reviendrai aussi sur cette expression. Ensuite, dans un second temps, nous intéresserons à ce qui est ici le cœur de notre sujet, à savoir son rôle de médiateur entre le deuxième et le troisième monde, et à savoir aussi son engagement dans les réseaux afro-asiatiques pendant la guerre froide. Ensuite, dans un troisième temps, puisque je suis avant tout de formation littéraire, on s'intéressera plutôt justement aux implications artistiques, esthétiques en fait de ces solidarités transcontinentales. Quels sont leurs reflets littéraires? Quel est ensuite finalement comment est-ce que ça se traduit d'un point de vue artistique? Et enfin, dans un quatrième temps, qui sera donc un peu plus bref, on s'intéressera en fait plutôt à l'héritage qui a été laissé justement par ces réseaux de solidarité, notamment à l'époque de la perestroïka, mais aussi en fait jusqu'à aujourd'hui. Et donc pour commencer, vous avez vu peut-être cette image d'illustration que j'ai mis à côté du plan, qui est donc une affiche justement sur les mouvements de solidarité afro-asiatique, qui étaient donc des mouvements de solidarité très importants à l'époque, donc dans la deuxième moitié du XXe siècle, qui est donc la grande époque du tiers-mondisme. Et donc à cette époque, qui est celle de la naissance du non-alignement, on va chercher donc des alliances culturelles alternatives entre donc des pays non alignés, entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Mais ici, les solidarités auxquelles on s'intéresse dérogent un petit peu à ce régime de narration, si je puis dire, puisque en fait, ce sont des solidarités dans lesquelles l'Union soviétique était extrêmement impliquée, puisqu'elle cherchait donc à se mettre du côté, s'assurer le soutien de ces pays nouvellement indépendants. Et donc, l'association de solidarité afro-asiatique était en fait une association complètement alignée, même si elle est née sur les bases du tiers-mondisme. Ça, c'était pour les petits éléments de définition. Et donc, je vais maintenant revenir en introduction, tout d'abord en guise d'épigraphe, et puis pour rentrer justement un peu dans ce contexte historique, sur une citation de Frantz Fanon, tirée donc des Damnés de la Terre, où il écrit justement « Fort du soutien inconditionnel des pays socialistes, les colonisés se lancent avec les armes qu'ils ont contre la citadelle inexpugnable du colonialisme. Si cette citadelle était invulnérable au couteau et au poing nu, elle ne l'est plus quand on décide de tenir compte du contexte de la guerre froide. »
Donc ça, c'est une citation qui est tout à fait emblématique en fait de ces mouvements de solidarité entre donc l'Union soviétique et les pays nouvellement indépendants, donc qui recherchent une voie tiers-mondiste, et que Fanon rappelle justement à juste titre au sein notamment pour la question en fait de leur engagement anticolonialiste. C'est-à-dire, il nous explique ici que finalement, ce n'est sans le soutien de l'URSS en fait l'anticolonialisme et le tiers-mondisme des années 1950, 60 et 70 n'auraient jamais pu exister. Donc, ce sera justement le cœur de notre sujet aujourd'hui. Et donc, afin de présenter ces solidarités, je me suis énormément appuyée pour mes recherches sur 2 livres donc, que je cite ici, vous le voyez sur la partie droite du PowerPoint. Donc, le premier ouvrage, c'est The Cultural Cold War de Frances Turner Sanders, qui est donc une écrivaine historienne américaine et qui justement emploie ce terme de guerre froide culturelle que j'ai abondamment repris dans mes recherches, puisque justement, il s'agit quelque peu de décentrer la guerre froide ici de ses implications, je dirais seulement, comment dire, guerrières, historiques, mais aussi de s'intéresser aux implications culturelles et à tout finalement ce qu'on appelle aujourd'hui le soft power qui se développait autour. C'est ce que en fait l'historienne appelle des méthodes pacifiques donc de rivalité entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest pendant la guerre froide. Le deuxième ouvrage sur lequel je me suis beaucoup appuyée, c'est cet ouvrage de Rosen Jagalov qui est paru très récemment en 2020 et qui s'appelle From Internationalism to Postcolonialism et qui est justement en fait une recension historique de ces réseaux de solidarité entre l'Union soviétique et les pays du tiers-monde depuis les années 1920 jusqu'à l'effondrement de l'URSS dans les années 90. Donc voilà, ça c'est vraiment mes 2 références théoriques clés sur lesquelles je reviendrai au cours de cette présentation. Et donc, reprenons maintenant les événements historiques dans l'ordre. Donc, en 1955, et justement, 1955 est justement l'année de fondation des mouvements tiers-mondistes et non alignés, et aussi de tout le courant afro-asiatique. Donc, la date de naissance de ces mouvements, c'est la première grande rencontre afro-asiatique, la plus connue sans doute, à savoir la conférence de Bandung, qui a lieu donc en 1955. Donc ici, je vous ai mis une des photos justement emblématiques de cette grande rencontre où on voit justement Nehru en compagnie de Nasser, de Tito, etc. Donc c'est justement une photo emblématique de ces réseaux de solidarité qui naissent. Un élément important à rappeler, c'est qu'à Bandung, l'URSS n'était pas invitée. Elle a même été volontairement exclue, puisque donc le tiers-mondisme à cette époque, donc, qui est sa naissance en fait, revendiquait une véritable indépendance, se revendiquait pleinement non alignée, et donc l'URSS n'avait volontairement pas été conviée à cette conférence. Néanmoins, l'année suivante, en 1956, a lieu la conférence des écrivains asiatiques, qui est donc une conférence qui se déroule à Delhi, sous l'égide notamment donc, de Nehru, qui va l'organiser. Et cette fois, des délégations soviétiques vont s'y rendre. Et donc ça, c'est véritablement un tournant, en fait, dans lequel on voit que l'Union soviétique, après donc, des années qu'on pourrait qualifier plutôt de repli sous l'ère stalinienne, repli aussi dû, bien sûr, à la Seconde Guerre mondiale, hein, qui a complètement désengagé l'URSS de ses réseaux de solidarité, eh bien, à partir de la deuxième moitié des années 1950, va revenir en force justement sur la scène internationale et se réengager en fait dans ces réseaux internationalistes. Mais le point d'orgue en fait de ce réengagement de l'URSS va apparaître 2 ans plus tard, en 1958, avec la première conférence afro-asiatique, la première conférence des écrivains afro-asiatiques qui a lieu à Tachkent. Et donc, Tachkent joue ici un rôle fondamental, puisque donc l'Union soviétique, en organisant cette conférence, a choisi délibérément d'organiser celle-ci dans une capitale musulmane pour justement en fait montrer une forme de compatibilité entre comment dire, le modèle d'une ville voilà, musulmane avec justement une population non slave qui l'habitait. Et donc, c'était juste
justement une sorte de périphérie stratégique pour les bureaucraties soviétiques afin donc de s'assurer de s'imposer dans cette nouvelle géographie qui se recomposait. Et donc, je reprends ici l'expression d'un historien qui s'appelle Mario Cucciola et qui parle d'un internationalisme périphérique. Donc, je trouve l'expression particulièrement synthétique et parlante, un internationalisme périphérique, c'est-à-dire qu'ici se joue justement finalement cette tension entre l'Asie centrale qui va donc devenir le centre de ces grands rassemblements afro-asiatiques, donc ce centre internationaliste, mais qui était en même temps dans un rapport de périphérie vis-à-vis de Moscou. Et donc, l'URSS avait très bien compris en fait que dans cette nouvelle géographie, pour donc se rapprocher des pays nouvellement indépendants, il valait mieux éviter finalement d'avoir comme intermédiaire, comme représentant des personnes slaves incarnant finalement une sorte de néo-impérialisme vis-à-vis donc des pays nouvellement indépendants. Et donc justement, c'est là que les intermédiaires humains rentrent en jeu, puisque au cours de cette époque, l'Union soviétique n'a cessé en fait de mettre en avant donc non seulement des villes d'Asie centrale, mais aussi des intellectuels, des écrivains, des artistes d'Asie centrale, qui jouaient donc un rôle d'intermédiaire. C'est un terme qu'on peut employer à juste titre, d'intermédiaire, de médiateur entre justement l'Union soviétique et les pays tiers-mondistes nouvellement indépendants. Et donc, parmi ces intermédiaires humains, on peut citer bien entendu Chingiz Aitmatov, qui sera donc la figure sur laquelle on va se concentrer aujourd'hui, mais aussi par exemple des écrivains comme Mirso Tursunzadeh, Rasoul Gamzatov, Alwar Azimov ou encore Tolomou Chokif pour les réalisateurs, Kamil Yachen, Sharaf Rashidov aussi avant qu'il ne soit dirigeant du Parti communiste ouzbek. Donc voilà, on a toute une myriade finalement d'intermédiaires centra-asiatiques qui vont être mis en avant par les bureaucraties soviétiques culturelles à cette époque justement de solidarité entre le deuxième et le troisième monde, où donc l'URSS cherche à revenir sur la scène internationale après le repli de l'époque stalinienne. Donc ça, c'était pour mon introduction. J'espère que je ne vais pas trop vite. J'espère surtout que c'est relativement clair. Il y a une terminologie très dense, beaucoup de dates. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des points qui demeurent peu clairs. Je peux tout à fait revenir pour rendre cette présentation un peu plus interactive. J'espère aussi que ça va au niveau de la connexion Internet et que vous m'entendez toujours bien. Donc, après cette brève base théorique et présentation historique, je vais maintenant rentrer dans le vif du sujet, à savoir le rôle d'Aitmatov justement dans ces mouvements afro-asiatiques. Puisque donc Aitmatov, lorsqu'il fait ses débuts sur la scène littéraire, il va en fait très vite avoir une place centrale. Alors non seulement parce que le contexte historique est en sa faveur, c'est-à-dire qu'il entre sur la scène littéraire aux alentours de 1955-1956. C'est l'époque en fait du dégel, où Khrouchtchev justement va décider d'ouvrir la politique internationale de l'URSS, de se réintégrer donc dans ces réseaux de solidarité. Et donc, Aitmatov entre finalement, on pourrait dire, au bon moment sur la scène littéraire soviétique. Une autre raison pour laquelle donc, il va se retrouver très rapidement promu en fait, au sein de l'intelligentsia soviétique, c'est car il incarne aussi la réhabilitation des victimes du stalinisme. Donc, je vais revenir sur cet élément, mais son père, Torekul Aitmatov, a été donc l'une des nombreuses victimes des purges staliniennes dans les années 1930. Et donc, lorsque le jeune écrivain entre à l'Institut littéraire Gorky, il incarne d'emblée en fait une sorte de changement d'époque. On entre dans une nouvelle ère et il est justement, l'emblème quelque part de cette réhabilitation des victimes du stalinisme. Donc ça, c'est un premier élément sur lequel je voulais revenir, donc un contexte historique favorable, un récit biographique qui était aussi tout à fait parlant dans ce contexte. Mais un point que je voulais souligner, c'est avant donc, de commencer pour poursuivre un peu donc, cette mise en contexte historique, c'est que ces phénomènes, donc les phénomènes de solidarité entre le deuxième et le troisième monde, ne sont pas nés en fait
ex nihilo à l'époque de la guerre froide. C'est-à-dire qu'en fait, l'Union soviétique, dès sa fondation, dès sa naissance, a eu donc toujours un discours anticolonialiste qui lui a donc permis, en fait, dès les années 20, de mettre en place toute une série d'institutions et aussi de grandes conférences afin donc de s'impliquer sur la scène internationale anticolonialiste. Alors, l'événement qu'on retient souvent à cet égard, c'est le Congrès des peuples de l'Orient qui se déroule en 1920 à Bakou. Alors, il s'agit en vérité, on en a plusieurs fois discuté avec Xavier, mais d'un événement qui était en fait principalement un événement presque de propagande destiné avant tout à renvoyer cette image aux pays occidentaux. Ça a été en fait une conférence très peu performative, si on peut dire, sur le plan des solidarités politiques. Il n'empêche que ça marque un tournant, ça marque justement la naissance de ces solidarités entre l'Union soviétique et les pays non occidentaux, qui, comme vous le voyez, remonte aux années 20. Ce n'est pas une création ex nihilo pendant la guerre froide. Et donc, une autre institution très importante à cet égard, c'est une institution qui est fondée en 1921 et qui s'appelle donc l'Université des travailleurs d'Orient, donc KUTV pour les acronymes en russe, et donc qui est une université qui va notamment accueillir de grandes figures très renommées, comme je ne sais pas, le poète turc Nazım Hikmet, Emin Xiao aussi, un grand traducteur chinois, mais aussi donc, de grandes figures politiques, Deng Xiaoping, etc. Et donc, il est intéressant de noter qu'en fait, le père d'Aitmatov, Toregul Aitmatov, a lui-même en fait étudié dans cette université des travailleurs d'Orient. Et donc, il est intéressant en fait de mesurer que ces phénomènes de solidarité sont en fait transgénérationnels, c'est-à-dire que le père d'Aitmatov lui-même avait été impliqué dans ces institutions qui cherchaient justement à promouvoir un modèle de solidarité et de formation commune en fait aux idéaux communistes entre les pays non occidentaux et aussi les républiques soviétiques toutes nouvellement fondées, dont les dirigeants étaient aussi formés donc, dans l'Université des travailleurs d'Orient. Donc voilà, pour revenir un peu sur le plan biographique, encore une fois, sur Aitmatov. Et donc ensuite, si on reprend la narration que je l'avais laissée, donc son père est victime des purges staliniennes. Et donc, à partir des années 1950, c'est le retour en grâce. Et donc, c'est le moment où Aitmatov entre sur la scène littéraire. Il obtient immédiatement quasiment en fait, une renommée internationale, notamment en fait, grâce à la traduction de Djamila en 1958. Donc, une traduction en partie signée par Louis Aragon. Vous connaissez peut-être cette phrase célèbre de la préface d'Aragon, où justement il emploie une sorte de prétérition, déclarant « J'hésite à le dire, mais pourtant, je vais devoir l'affirmer, je le pense, Djamila est la plus belle histoire d'amour du monde. » Donc, avec un superlatif qui est resté extrêmement célèbre, la plus belle histoire d'amour du monde, qu'il compare ensuite aux canons occidentaux. Et donc, d'emblée, Aitmatov se trouve sous la protection, se trouve extrêmement bien inséré en fait dans les réseaux littéraires du début des années 1950. Il ne faut pas oublier non plus que Aragon est son traducteur, mais il a aussi une activité d'éditeur au sein des éditeurs français réunis, qui est en fait une maison d'édition qui a, si vous voulez, tous les droits sur les publications venues de l'Union soviétique. Donc, c'est quelqu'un en fait de très très bien inséré dans le réseau littéraire communiste, si je puis dire, ou du moins sympathisant avec le communisme. C'est quelqu'un qui se rend beaucoup en Union soviétique, où il a beaucoup de liens, notamment grâce à Elsa Triolet. Il parle couramment le russe, etc. Et donc, pour Aitmatov, c'est ce qu'on pourrait appeler une sorte d'emblée de consécration, en fait, dès son entrée sur la scène littéraire. Et donc, c'est pour ça que j'ai employé l'expression dans mon titre de République soviétique des lettres, puisque donc la République des lettres, c'est une référence à Pascal Casanova, qui est une écrivaine, une critique littéraire aussi, qui a fait sa thèse sous la direction de Bourdieu et qui donc analyse le champ littéraire comme un champ structuré par des phénomènes de pouvoir. Et donc, elle parle donc de République mondiale des lettres, dans laquelle les pays ne sont pas tous égalitaires en fait. Donc ici, je parle plutôt de République soviétique des lettres pour désigner justement cet espace littéraire dans lequel Aitmatov va venir s'inscrire au début de sa carrière littéraire.
Et donc, cette consécration, cette première consécration en tant qu'écrivain va ensuite être suivie par de nombreuses reconnaissances institutionnelles pour Aitmatov, qui va très rapidement se retrouver président de l'Union des écrivains kirghizes, puis président de l'Union des cinéastes kirghizes. Ces films vont aussi, dans la foulée, être adaptés au cinéma. Je pense notamment au film Le Premier Maître, qui est adapté dès 1900. Alors, j'ai un petit trou sur la date, mais il me semble que c'est 1964. Donc voilà, d'emblée, il se retrouve en tant qu'écrivain écrivain national en fait, de la littérature kirghize, mais aussi avec une place très spécifique dans le champ littéraire international. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? J'espère toujours que ça ne va pas trop vite, qu'il n'y a pas de problème de connexion. N'hésitez pas. Non, ça va. De toute façon, on fera les questions après ton intervention. D'accord, très bien. Ce sera plus simple. Dans ce cas-là, je continue, merci. Je continue sur la deuxième partie de mon exposé, qui est donc cette fois le cœur de notre sujet, à savoir le rôle d'Aitmatov en tant que médiateur entre le deuxième et le troisième monde et son engagement dans les réseaux afro-asiatiques durant la guerre froide. Puisque le point de bascule de l'engagement d'Aitmatov dans ces réseaux afro-asiatiques va être en fait une nomination institutionnelle en premier lieu. C'est-à-dire que Aitmatov est nommé en 1964 vice-président du SCASA. Alors le SCASA, c'est le comité soviétique de solidarité entre les pays africains et asiatiques. Et donc, lorsque Aitmatov se retrouve justement promu à cette place, il vient justement incarner en fait cette médiation entre le deuxième et le troisième monde. Alors, il faut savoir que dans ce SCASA, donc ce comité de solidarité, il y avait aussi, encore une fois, les mêmes noms que l'on retrouve, les grands intermédiaires soviétiques, donc notamment Mirso Tursunzadeh, l'écrivain tadjik, qu'on retrouve ici encore. Et donc, c'était vraiment en fait un organe institutionnel charnière afin d'assurer en fait une véritable, non seulement coopération d'ordre académique, universitaire, mais aussi véritablement en fait culturel, en cherchant donc à créer des réseaux de filiation en fait entre les pays nouvellement indépendants et l'Union soviétique. Et donc je vais maintenant revenir plus en détail sur justement ces réseaux afro-asiatiques, puisque donc on l'a rappelé en introduction, la date de naissance en fait de ces mouvements afro-asiatiques, c'est 1958, avec donc la première conférence qui se déroule à Tachkent. Et donc c'était en fait une association avant tout littéraire qui se revendiquait alignée. Alors il faut savoir que dans ces grands rassemblements afro-asiatiques, en fait, tout l'argent quasiment venait de l'Union soviétique. C'était vraiment elle la principale pourvoyeuse en fait en termes financiers. Ça, c'est un élément important quand on parle justement de champ littéraire. Il y a toujours des données économiques, des données monétaires, en fait, tout simplement, qui permettent aussi de comprendre comment ce champ littéraire s'organisait. Et donc, voilà, pour le rappeler, c'est un élément très important, c'est l'Union soviétique qui finance en grande partie ces rassemblements afro-asiatiques et les multiples institutions qui y sont attachées. Et donc, des rassemblements afro-asiatiques, il y en aura en fait environ tous les 5 ans. Donc, je ne vais pas vous rappeler les dates, sinon ça va être un petit peu fastidieux. Mais donc, en fait, c'était vraiment, si je puis dire, l'internationalisme littéraire à son plus bel âge. C'est-à-dire que vraiment, il y avait cette idée d'un front socialiste, internationaliste commun qui se dessinait et qui était explicitement revendiqué. Alors, bien sûr, les discours étaient quelque peu convenus en fait, dans les conférences officielles. Toute la doxa soviétique était souvent récitée. Ça avait aussi des implications littéraires, puisque c'était donc le réalisme socialiste qui était mis en avant comme style littéraire par excellence à adopter. Il y avait aussi, vous voyez, toute la doxa de solidarité entre... non, pardon, pas la doxa, mais vous voyez tout ce laïus en fait, sur les solidarités, sur les peuples unis, l'amitié entre les peuples, etc. Tous ces éléments de langage que l'on retrouve en fait dans les comptes rendus d'une conférence à l'autre, qui ont presque un côté interchangeable à ce stade. Mais ce qui était intéressant en fait dans ces grands rassemblements, ce n'est justement pas les discours officiels, mais au contraire les rencontres en fait informelles que ça ne manquait pas de générer. C'est-à-dire qu'on rassemble voilà, dans
dans ces espaces justement des écrivains venus de tous horizons et qui se retrouvent justement à pouvoir échanger sur des sujets littéraires, mais aussi des sujets hautement politiques, voilà, donc sur le tiers-mondisme, le socialisme, etc., etc. Donc, pour vous donner un peu une idée de l'ampleur, il y avait environ 2000 personnes dans chacun des grands rassemblements. Donc, tout le monde n'était pas écrivain, bien entendu, mais il y avait aussi beaucoup de public. C'était aussi une façon, en fait, pour les écrivains afro-asiatiques de rencontrer un lectorat. Et puis, surtout, c'était une façon, en fait, de faire venir des écrivains non occidentaux en Asie centrale. Et donc, ici, j'en reviens encore une fois au rôle central en fait des espaces centra-asiatiques dans ces mouvements, qui étaient en fait donc véritablement, donc je réemploie l'expression, mais des périphéries en fait stratégiques qui permettaient en fait d'être une sorte de vitrine du modèle soviétique et de sa réussite pour les pays nouvellement indépendants. Et donc là, par exemple, je vais vous citer, pour être plus précise, le troisième festival international du film des pays d'Asie et d'Afrique, donc qui se déroulait à Tachkent en 1974. Vous avez ici la photo d'Aïtmatov qui est entouré de 2 cinéastes indiens. Il avait créé au cours de ces rassemblements beaucoup de liens en fait avec les intellectuels indiens. Et donc, ça nous montre ici justement ce rôle presque physique, en fait, j'ai envie de dire, de médiateur que va jouer Aïtmatov, de rassemblement, en fait, entre les pays non alignés et anticolonialistes. Et donc, il y a eu de nombreuses invitations qui lui ont été envoyées. Donc ça, c'est plus un document anecdotique, mais je vous le montre quand même pour illustrer un petit peu ces dimensions. Donc, c'est une carte d'invitation que j'ai retrouvée en fait dans les archives du fonds Aïtmatov à Bishkek et qui est justement son invitation à la 4e conférence afro-asiatique qui va se dérouler en Inde. Donc, vous voyez, à travers ces deux éléments, donc cette photographie, ce carton d'invitation, on comprend justement en fait comment Aïtmatov avait un rôle quelque peu en fait duel dans ces rencontres, c'est-à-dire qu'on voit bien comment dirais-je, les convictions profondes, je pense, qui l'animaient vis-à-vis de ces réseaux anticolonialistes afro-asiatiques. Et en même temps, on voit aussi son rôle en fait en tant que presque marionnette du régime soviétique qui va se rendre en fait dans ces rassemblements, réciter les discours qui étaient attendus et puis en fait jouer le rôle que l'Union soviétique attendait de lui. Donc ça, c'était une tension permanente en fait que j'ai eue au cours de mes recherches, à savoir est-ce que c'était un engagement véritablement sincère ou alors est-ce que c'était plus une mission voilà, presque d'ordre bureaucratique, une mission politique qui lui était assignée en fait en tant donc médiateur par excellence entre le 2e et le 3e monde en sa qualité justement d'écrivain centra-asiatique. Donc ça, c'est des questions qui méritent d'être posées. Moi, malheureusement, j'ai pas de réponse toute faite à livrer à cette question, hein. Au cours de mes entretiens, j'ai eu différents sons de cloche de la part des spécialistes d'Aïtmatov, certains pour qui c'était véritablement une conviction profonde qui l'animait, d'autres pour qui c'était plus un rôle d'apparat. Donc voilà, là, malheureusement, il n'y aura pas vraiment de moyen d'avoir une réponse ferme et définitive. En tout cas, c'est une question qui, je pense, mérite d'être soulevée aussi pour comprendre quelle était la symbolique en fait pour l'Union soviétique dans le fait voilà, d'envoyer à répétition des intermédiaires venus d'Asie centrale dans ces grands rassemblements. Quel était l'objectif, quelle était la pensée derrière, et donc questionner aussi après à titre individuel les choix et presque en fait l'agentivité qui lui était laissée. Est-ce qu'Aïtmatov avait vraiment une marge de manœuvre dans les discours qu'il devait donner lors de ces grands rassemblements afro-asiatiques? Et dans ceux que j'ai pu consulter, c'est principalement en fait des discours très convenus sur des thématiques qui étaient aussi propres à l'époque. Donc, il donne par exemple de nombreuses conférences sur le bilinguisme en URSS, en parlant voilà, de la cohabitation entre le russe et le kirghize pour son cas, etc. Donc, c'est énormément de thématiques en fait qui étaient tout à fait convenues, tout à fait attendues dans ces grands rassemblements. De nombreuses aussi conférences qu'il a données sur le réalisme socialiste qu'il souhaitait en fait promouvoir comme style par excellence à adopter. Alors qu'en fait, dans son propre style littéraire, on peut aussi
voire une certaine comment dire, insubordination vis-à-vis de ce style. Donc voilà, ça, c'est des questions que j'ai tenté de me poser, pour lesquelles je n'ai pas vraiment de réponse, mais voilà, encore une fois, la discussion reste ouverte. Et donc, cela va m'amener à évoquer maintenant mon troisième point. Ah oui, alors ça, c'est encore une photo illustrative, hein, qui est, excusez-moi, avant que je passe à mon troisième point, donc qui a été prise en 1973 donc à Alma-Ata. Vous voyez encore une fois une république centra-asiatique, celle du Kazakhstan, qui accueille un grand rassemblement afro-asiatique. Et donc, c'est une photo justement qui matérialise en fait le rêve de cet internationalisme littéraire, puisqu'on voit ici donc l'écrivain sud-africain Alex Laguma. Ça, c'est Anatoly Sofronov, qui était un écrivain russe, en fait, mais qui a été rédacteur en chef de la revue Lotus, dont je vais parler juste après, ici Rasoul Gamzatov, et enfin Aitmatov. Donc, vous voyez justement ces liens entre comment dire, les médiateurs d'Asie centrale et donc d'autres membres des réseaux tiers-mondistes non occidentaux, donc ici, un écrivain venu d'Afrique du Sud. Donc voilà pour mon grand 2. Donc voilà, sur le plan purement historique, et donc afin de revenir un peu sur ces grands rassemblements. Et je vais passer maintenant à mon grand 3, qui est consacré donc au reflet littéraire de ces solidarités transcontinentales, puisque cela avait aussi donc, des implications en termes de style. On l'a rappelé notamment dans la promotion du réalisme socialiste, mais pas que, puisque ce champ littéraire auquel on s'intéresse aujourd'hui était aussi en fait structuré par une revue. Donc ça, c'est le propre aussi d'un champ littéraire, hein, d'avoir des relais institutionnels, mais aussi des canaux de diffusion. Donc ici, en l'occurrence, la revue Lotus, la revue Lotus Œuvres afro-asiatiques, qui était en fait publiée depuis le Caire et dont les publications étaient orchestrées par le Bureau permanent des écrivains afro-asiatiques, donc en fait, qui est une association qui a été fondée dans la continuité de la première rencontre à Tashkent en 1958. Mais la revue ne va être publiée en fait qu'à partir de 1968. Et donc, on peut imputer sa création et aussi sa diffusion, encore une fois, au contexte de la guerre froide, puisqu'en fait, à peu près au même moment, il va être révélé que la CIA finançait des magazines culturels, donc notamment Iwar ou The Encounter, qui étaient en fait des magazines diffusés principalement au Liban et dans toute la zone en fait, du Proche-Orient. Et donc, face en fait, à cette révélation finalement du fait que les États-Unis subventionnaient des revues prétendument non alignées, la riposte, la résistance, le contre-discours va s'organiser du côté du bloc aligné avec l'Est. Et donc, encore une fois, les grandes conférences afro-asiatiques vont être le lieu de cette résolution, puisque donc en 1968, à la conférence afro-asiatique, on va décider qu'il nous faut aussi lancer justement un magazine justement qui va pouvoir promouvoir ces solidarités afro-asiatiques. Donc, vous voyez, il y a plusieurs plans en fait qui se superposent ici. Un plan politique, un plan économique, encore une fois, puisque toujours dans le cas de Lotus, c'était l'URSS qui finançait ces publications. La diffusion en Europe, en fait, se faisait par exemple depuis Berlin-Est. Vous voyez, encore une fois, structuration du champ littéraire qui se faisait en fait de façon plus ou moins orchestrée et centralisée en Union soviétique, malgré la revendication d'un idéal tiers-mondiste plus large. Et donc, je disais un champ politique, un champ économique et bien sûr un champ littéraire, puisqu'il s'agissait en fait dans cette revue d'œuvres afro-asiatiques de diffuser et de promouvoir en fait des littératures qui étaient souvent subalternes, oubliées, bien moins valorisées que les littératures de l'Ouest. Donc on a ici affaire à un acte de résistance discursive qui cherche finalement à s'approprier un espace et à organiser une forme de diffusion littéraire alternative dans ce contexte de la guerre froide pour faire face justement aux velléités impérialistes du bloc de l'Ouest. Vous voyez encore une fois une intrication de motifs économiques, politiques et littéraires. J'en profite pour préciser que Lotus, en fait, j'avais fait mon mémoire de Master 1 sur cette revue. Donc, c'était en fait mon point de départ, mon champ d'entrée justement pour ces questions d'internationalisme littéraire. Et donc ici, je vous ai mis justement une photo en fait justement tirée du numéro 21 de Lotus,
Alors, pourquoi j'ai choisi cette image-là? Parce qu'en fait, c'est une nouvelle de Chingiz Aitmatov qui a été publiée donc, dans la revue d'œuvres afro-asiatiques. Donc, Aitmatov a été plusieurs fois publié dans les pages de Lotus. C'était un de ses contributeurs assidus, on peut le dire. Il y a eu aussi le premier maître qui a été diffusé. Alors malheureusement, aujourd'hui, je ne peux pas faire une recension complète de tous les numéros dans lesquels Aitmatov a pu publier, car Lotus reste en fait une revue, comment dirais-je, cousue de mystère, hein. Il y a plusieurs numéros qui sont perdus, qui ne sont pas accessibles en France. Alors, la Maison des sciences de l'homme, qui est la bibliothèque de l'EHESS à Paris, détient les numéros en fait à partir de la deuxième quinzaine, donc du numéro 15 au numéro 30 environ. Mais en fait, malheureusement, avant ça, par exemple, les tout premiers numéros, il y a très, très peu de traces. La plupart, en fait, sont aux États-Unis aujourd'hui, dans les grandes bibliothèques de Duke, etc., qui ont en fait tout racheté, et donc qui sont impossibles d'accès depuis la France aujourd'hui, malheureusement. Donc voilà, cette recension n'est pas exhaustive, mais ça nous donne aussi une idée en fait de l'implication d'Aitmatov dans ces mouvements littéraires. Donc à la fois comme figure de médiateur qui va se rendre dans les grands rassemblements afro-asiatiques, mais aussi donc comme acteur littéraire qui va se faire publier, dont aussi, j'ai oublié de le préciser, certains de ses discours, notamment celui sur le bilinguisme au Kyrgyzstan, va être publié dans Lotus. Vous voyez encore une fois cette structuration du champ littéraire qui s'organise entre différentes institutions et différents relais, et qu'on voit ici se matérialiser à travers la carrière d'Aitmatov. Donc, je vous laisse aussi observer un petit peu l'esthétique au sein de la revue. Donc, vous voyez ici avec donc des dessins extrêmement stylisés. Il y a beaucoup, vous voyez, dans les pages de la revue, de miniatures qui mettent en avant un petit peu donc, toute l'iconographie de résistance avec, vous savez, les poings levés comme ça, les fusils qui s'entremêlent, etc. Donc, toute une esthétique aussi propre à une époque et en même temps qui va être entremêlée des fois avec la revendication en fait d'une iconographie beaucoup plus orientale, beaucoup plus fleurie. Donc, par exemple, vous le voyez ici sur la page de garde du numéro 47-48 avec donc, par exemple le logo du titre du magazine, donc Lotus, avec donc cette fleur qui représente justement une fleur présente à la fois sur les continents africains et asiatiques, justement jonction de ce grand projet transcontinental. Et puis en illustration, par contre, une miniature donc daté de, je crois, c'est une miniature mongole, il me semble. Donc voilà, une sorte de conjonction à la fois entre l'esthétique communiste et aussi la revendication d'un héritage asiatique. Et j'en profite en fait pour vous préciser que ce numéro donc, qui figure ici à gauche du diaporama, c'est un numéro qui se trouve en fait à la bibliothèque de l'IFEAC à Bichkek. Donc ça a été une grande surprise pour moi de tomber dessus au cours de mes recherches, mais ça n'a fait en fait finalement que confirmer mon intuition quant au fait que donc l'Asie centrale avait bel et bien joué un rôle dans la diffusion de ces mouvements. Alors j'ai essayé de mener l'enquête. Ce numéro viendrait en fait du fonds d'Alma-Ata, pardon, d'Almaty, enfin excusez-moi, je me mélange un peu entre les terminologies, mais donc ce numéro viendrait du Kazakhstan. J'ai pas réussi en fait à retrouver sa trace au-delà, mais donc ça reste encore une fois un objet assez mystérieux. Est-ce que c'est une acquisition tardive de l'IFEAC? Est-ce qu'il a été apporté en Asie centrale? Est-ce que, je sais pas, c'est justement une relique d'un des grands rassemblements afro-asiatiques qui se serait perdu à ce moment-là? Je ne sais pas, il y a plusieurs pistes et donc ça reste aujourd'hui voilà, une preuve et aussi une belle surprise qui a été de le retrouver au Kyrgyzstan. Donc c'est l'avantage de ce sujet de recherche, on est toujours amené voilà, des fois à faire des découvertes inattendues et à retrouver donc, ces numéros dispersés aux quatre coins du monde. Donc c'était pour mon grand 3 sur le champ littéraire. Alors, je ne vais pas revenir là-dessus au cours de cette présentation, mais dans mon article, j'évoque aussi en fait de façon concrète comment est-ce que Aitmatov s'est aussi inspiré du style de certains écrivains qu'il a pu rencontrer au cours de ces rassemblements afro-asiatiques. Donc, j'évoque notamment en fait l'infléchissement de son œuvre à la fin de sa carrière vers le réalisme magique, puisqu'on voit qu'il s'éloigne petit à petit du réalisme socialiste pour s'inspirer voilà, d'un réalisme magique à la Gabriel García Márquez, par exemple, qui a été abondamment traduit et qui a eu un grand succès en Union soviétique. Donc ça, vous voyez, c'est aussi une conséquence de tous ces réseaux afro-asiatiques
qui avait aussi créé, en fait, ça je ne l'ai pas bien précisé, mais des relais de diffusion, des maisons d'édition. Il y a eu énormément de traducteurs aussi de formés, entre donc, les langues, le russe et puis d'autres langues, voilà, de cet espace non occidental. Ça, c'était aussi un des rôles, en fait, de l'Université des travailleurs d'Orient, justement, de former, vous voyez, ces médiateurs, encore une fois, capables de créer des liens de solidarité entre ces différents mondes. Euh, voilà, donc ça, c'était pour la partie littéraire. Donc, ce serait probablement un peu fastidieux de présenter à l'oral comment voilà, Aitmatov s'inspire progressivement de styles en fait, qui ne sont pas vraiment des styles préconisés par l'Union soviétique ni issus du canon occidental. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais pour ne pas allonger trop la conférence, je vais maintenant aborder mon dernier point, puisque en fait, petit à petit, j'ai essayé de suivre un déroulé chronologique, hein, mais en fait, le souffle, on va dire, porté par ces grandes conférences afro-asiatiques va petit à petit s'amenuiser, voire même disparaître, principalement en fait au tournant des années 80. Donc tout simplement aussi parce qu'on n'est plus vraiment à l'époque de l'anticolonialisme. Là, on se bat contre plutôt le néocolonialisme, enfin l'époque a changé. Il y a aussi le fait que l'Union soviétique va petit à petit se désintéresser en fait de ces espaces, donc de moins en moins d'argent. Pour le cas de Lotus, par exemple, dont la rédaction était au Caire, celle-ci va devoir déménager en fait au Liban, à Beyrouth, puis en fait à Tunis. Et à partir de là, les numéros vont se faire de plus en plus rares. On va avoir une sorte d'espacement, un espacement aussi des grands rassemblements afro-asiatiques qui vont petit à petit perdre en prestige. Donc, vous voyez, c'est une sorte de déclin progressif qui se fait autour des années 80. Et donc, je voulais juste ici voilà, faire une petite référence à une citation d'Aitmatov tirée d'un de ses entretiens avec le poète pakistanais Faiz Ahmed Faiz, qui se déroule en 1983. Donc, l'entretien se déroule à Tashkent. Ils sont là pour fêter justement les 20 ans de la première conférence afro-asiatique. Et donc, c'est justement Aitmatov qui montre un peu dans cette citation le changement d'époque qu'il pressent. Donc, je vous le lis pour illustrer un petit peu ce propos. Il écrit « On se souvient qu'à cette époque, le facteur principal de la vie de la planète était l'effondrement des empires coloniaux et l'établissement d'un nouveau système de relations entre les peuples. » Donc là, Aitmatov, en fait, on est en 1983 et il semblerait en fait qu'il tisse une sorte de bilan justement de cette époque avec laquelle il se distancie dans la suite de la citation, dans laquelle il explique qu'en fait maintenant voilà, la solidarité afro-asiatique a eu une belle époque et que maintenant en fait il s'agit de s'insérer dans un réseau mondial. Vous voyez encore une fois une sorte d'évolution, de changement petit à petit de cette rhétorique de solidarité qui va petit à petit décliner. Et donc, ce sera particulièrement tangible à partir de l'époque de la perestroïka, puisque justement cet héritage internationaliste va petit à petit diminuer, décliner, comme je le disais, et l'œuvre et le rôle d'Aitmatov vont être bien plus en fait sujettes à des lectures nationalistes. Et donc, pour évoquer cette époque de la perestroïka, qui est, vous le savez, l'époque de la reconstruction, où donc l'Union soviétique cherche donc à se réformer, à aller vers plus de démocratisation, etc. Donc à cette époque, Aitmatov va continuer en fait à jouer son rôle de médiateur, d'intermédiaire, et aussi on va le voir quelque part toujours attaché à cette idée d'un internationalisme, puisque c'est lui qui en 1986 va organiser donc le Forum d'Issyk-Kul, très célèbre au Kyrgyzstan. Il va inviter de très grands intellectuels comme James Baldwin, Yashar Kemal, Claude Simon, enfin, des écrivains ici que j'ai principalement cités, mais aussi voilà, des diplomates, des cinéastes, des photographes. Donc, pour justement, alors j'imagine que cette photo vous rappelle peut-être dans son esthétique justement ces grands rassemblements afro-asiatiques. Pourtant, en fait, on est bien ici à une autre époque, on est en 86, la perestroïka a débuté, la guerre froide culturelle ne fait plus rage en fait comme elle le faisait dans les années 60 et 70. Et donc voilà, petit à petit, on peut constater que finalement, ce n'est plus les bureaucraties culturelles qui vont organiser ces grands rassemblements. Eh bien ici, vous le voyez, Aitmatov qui va faire ça de son propre chef intellectuel.
Et donc, c'est en fait cet internationalisme qui perd en vitesse finalement et qui petit à petit va disparaître. Et donc, le coup de grâce sera bien sûr l'effondrement de l'URSS. Mais avant ça, il est intéressant de noter qu'en fait, c'est Aitmatov qui aura reçu le dernier prix Lotus. Donc, Lotus, qui était une revue littéraire, mais aussi un prix littéraire, qui justement créait un canon alternatif. Et donc, c'est Aitmatov qui sera le dernier détenteur de ce prix en 1988, qui vient en fait finalement sonner le glas de tous ces réseaux de solidarité afro-asiatique. Donc, c'est intéressant plus ici en termes Noémie, il faudrait symboliques. peut-être arriver à aller vers la conclusion bientôt. Oui, et ben voilà, Voilà. c'est la conclusion, c'est la conclusion. Donc, Aitmatov, donc, il reçoit le dernier prix Lotus, donc symboliquement, c'est intéressant puisque ce sera le dernier récepteur. Et donc, après ça, en fait, petit à petit, il va surtout être compris, en tout cas au Kyrgyzstan, comme l'un des grands représentants de la littérature kirghize. Cette implication internationaliste va être oubliée, en fait, des biographies officielles. Ça, je pourrais revenir là-dessus si vous le souhaitez. Et donc, après ça, en fait, aujourd'hui, c'est intéressant de voir que là où la figure d'Aitmatov est la plus convoquée, c'est finalement aujourd'hui par la Turquie, qui essaye en fait voilà, d'en faire un des grands auteurs incarnant le turc Dünyasi, donc le monde turc. Et donc, on voit en fait une sorte d'infléchissement voilà, de l'internationalisme aux lectures nationalistes. Donc voilà pour ma conclusion. Désolée, c'était un petit peu long, mais on peut désormais discuter de tout ça de façon plus interactive. S'il y a des questions d'une part ou des remarques, j'espère que c'était clair et que je ne suis pas allée trop vite en tout cas. Ah, merci beaucoup, Noémie. Non, c'était très, très intéressant. Et c'est vrai que c'est à la fois un sujet très, très nouveau, mais qui touche à beaucoup de thèmes de manière générale, de l'histoire, de la culture, des politiques culturelles, aussi bien d'ailleurs en Union soviétique que de manière générale dans le monde du deuxième moitié du XXe siècle, avec toutes ces organisations internationales. Donc je pense qu'il y a pas mal de gens, pas mal de questions et de thèmes qui, bien sûr, demandent à être développés, parce qu'il y a beaucoup de choses que tu as présentées, et c'est vrai qu'on est très curieux d'avoir plus d'éléments et puis voilà, parce que c'est sûr que là, dans ce format-là, on ne peut pas aller au fond de toutes les questions sur ces plus de 50 ans d'histoire. Donc là, ce que je propose, c'est toutes les personnes qui veulent poser des questions ou avoir des remarques, des commentaires, s'il vous plaît. Moi, j'aurais un certain nombre de questions, mais je pense que si dans le public, il y a des gens qui ont des questions à poser. Oui, Gabriel Chomentowski. Je vois Euh, le doigt levé. mais je ne savais pas s'il fallait lever le doigt ou Ouais, voilà. lever la main. Après, si vous Euh, voulez, ce qu'on peut faire, c'est que ceux qui veulent intervenir peuvent juste se mettre sur la discussion et dire voilà, qu'ils ont une question, une remarque à faire, et je donnerai la parole chacun à son tour. Merci beaucoup de me laisser la parole et merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Et j'ai vraiment envie effectivement d'en savoir beaucoup plus. J'ai énormément de questions vu que moi-même je travaille sur les relations entre l'Union soviétique et l'Afrique pendant la guerre froide et en particulier sur les circulations cinématographiques. Donc ça m'a beaucoup parlé. Donc j'ai d'abord deux questions. La première, c'est est-ce que tu pourrais revenir un peu sur tes sources? Tu as dit que tu avais fait des entretiens à Bichkek. Tu as évoqué le fait d'avoir fait des entretiens surtout avec des spécialistes de l'œuvre de Aitmatov. Ma question, c'est est-ce que tu as réussi peut-être à faire des entretiens avec d'autres personnes qui ne soient pas des spécialistes et qui ont justement vécu avec Aitmatov ces événements, ces conférences littéraires ou bien le festival de Tashkent pour justement avoir un peu plus d'informations sur ces moments plus informels qui permettent justement de nourrir cette histoire moins étatique et idéologique. Et par ailleurs, tu as montré, toujours concernant les sources, un document issu des archives privées d'Aitmatov. Est-ce que tu pourrais en dire un peu plus et dire peut-être quelles sont les autres sources papier que tu utilises? Donc ça, c'est ma première question.
Et la seconde, un peu plus polémique, concerne le terme de périphérie que tu as utilisé. J'ai envie de dire, on est toujours la périphérie d'un autre endroit, ou le centre euh, pour d'autres périphéries. Est-ce que justement, il ne faudrait pas remettre en cause ce que certains chercheurs perçoivent comme des périphéries et qui n'est peut-être pas ce ressenti d'écrivains, de cinéastes, d'intellectuels? Voilà, c'est une question ouverte vraiment que je pose, mais qui renvoie finalement à tout un courant aussi de chercheurs qui essayent peut-être de décentrer le regard, comme tu l'as dit d'ailleurs, et qui, je pense, est ton intention, essayer de décentrer le regard, de mobiliser des sources, effectivement, qui ne sont pas de ce qu'on appelle des centres. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour vos questions. En effet, ce serait très intéressant de discuter un peu plus longuement parce que je pense que nos sujets de recherche ont beaucoup, beaucoup en commun. Alors, premièrement, au sujet des sources, j'ai réalisé plusieurs entretiens avec des universitaires, mais aussi d'autres avec des acteurs culturels. La grande difficulté, ça a été en fait tout simplement au niveau générationnel, c'est-à-dire qu'on est en 2021. Donc, malheureusement, des gens qui ont assisté à ces grands rassemblements, beaucoup sont déjà décédés ou alors plus vraiment, actifs ni aptes en fait à parler de tout ça. Je me suis tout de même entretenue avec un réalisateur kirghize qui s'appelle Artik Suyundukov et qui a en fait réalisé, il était très proche du réalisateur kirghize Tolomush Shokiv, qui était lui aussi plutôt inséré dans ces réseaux afro-asiatiques. Et donc, lui s'était rendu en fait au festival de films, notamment celui de Tashkent, mais plutôt sur la fin en fait. Lui, c'est à partir des années 1980 justement qu'il a pu y aller. Donc déjà, en fait, cette période presque du déclin et de l'amenuisement de ces relations. Malheureusement, il n'y était pas, on va dire, à l'époque, justement, un peu plus célèbre, enfin, où il y avait des personnalités plus célèbres qui s'y rendaient. Mais ce qu'il m'avait expliqué, en tout cas, son ressenti à titre personnel, était vraiment c'était vraiment des rassemblements extrêmement politiques. C'est-à-dire, il m'avait expliqué ça notamment au niveau du jeu de la remise des prix, que c'était en fait en permanence des récompenses qui étaient bien plus politiques qu'artistiques. Donc ça, c'était une des choses qu'il avait très fortement ressenti et qu'il regrettait aussi par ailleurs. Et d'autre part, il avait expliqué que c'était toujours des rassemblements dans lesquels on sentait aussi une légère compétition, qu'il y avait quelque chose de l'ordre du... Après, parce que justement, il y avait ce système de remise des prix, je ne sais pas, mais que ce n'était pas forcément cette image d'entente entre les peuples, de solidarité qui triomphait en pratique, en fait. Après, ça, c'était un témoignage individuel que j'ai eu de la part de ce réalisateur. Et donc, malheureusement, j'en ai pas d'autres en fait, avec lesquels comparer. Et donc, lui, il avait vraiment insisté en fait, sur le poids politique en fait, qui était présent au cours de ces grands rassemblements et qui éclipsait malheureusement la dimension artistique. Donc ça, c'était pour la première partie de la question. Pour la deuxième partie de la question, au sujet des archives et des sources écrites. Alors, j'ai été confrontée ici à d'autres difficultés de la recherche, en fait, parce que je suis allée à Bishkek cet été. Donc, il y avait encore le Covid qui était présent, donc beaucoup de bibliothèques fermées. La maison Aitmatov qui était aussi fermée, j'ai pu y aller finalement tout à la fin. Mais donc voilà, ça a été plusieurs difficultés. Au niveau des archives, en fait, ça a été un peu compliqué aussi parce que je ne suis pas russophone. Donc, il a fallu à chaque fois me faire accompagner, faire traduire, etc. Donc, au niveau des sources, en fait, j'ai pas eu non plus tant de temps que ça pour tout analyser. Donc, ça a été une difficulté au niveau des sources. Et donc, la question était celle-ci, si j'avais trouvé d'autres éléments aussi peut-être dans les archives, alors pas forcément. La petite carte là que j'ai retrouvée, c'est aussi une des seules traces que j'ai pu voir concrètement en fait dans les archives Aitmatov, pour une autre raison toute simple en fait, c'est que la plupart de ces archives, notamment je sais pas les archives du SCASA, les archives de l'Association des écrivains afro-asiatiques, etc. Tout ça en fait toutes ces archives sont à Moscou, dans les fonds Rgali, etc. Donc ça, ce n'était pas quelque chose auquel j'avais accès sur place à Bishkek. Donc ça, encore une fois, c'est un séjour de recherche qui demanderait à être complété par un autre voyage à Moscou. Donc ça, c'était pour les sources et par rapport donc, à la question un peu plus de discussion de la périphérie. Alors si, bien sûr, moi, je suis
entièrement d'accord avec vous sur le fond pour le fait de dire que c'est comment dire, une dichotomie centre-périphérie qui est complètement artificielle et qui mérite en fait d'être remise en cause et complexifiée. C'est pour ça aussi que j'ai fait appel à Pascal Casanova, qui justement essaye en fait de comprendre ce champ littéraire de cette façon, mais aussi pour imaginer une autre façon finalement de le structurer, ce champ. Et donc, quand je dis périphérie, c'est pas du tout en fait un jugement normatif, mais c'est au contraire en fait une façon de montrer comment Moscou en fait regardait les républiques centra-asiatiques à cette époque. Mais ce qui est très intéressant de voir, c'est que justement à l'époque de la guerre froide, finalement, ce n'étaient plus les républiques centra-asiatiques qui étaient les périphéries, puisqu'au contraire, elles ont gagné une centralité justement en organisant ces grands rassemblements, en étant le cœur de diffusion voilà, de plusieurs magazines. Et donc, il est intéressant aussi de voir que c'est des catégories qui sont mouvantes en fait. Les notions de périphérie, de centre, tout ça, c'est relatif. Comme vous l'avez dit, on est toujours le centre, la périphérie de quelqu'un. Et donc, moi, je pense qu'on peut même affirmer en fait qu'à cette époque, en effet, le rapport de force s'est inversé. Et que finalement, donc, le terme de périphérie peut être contesté jusqu'à finalement le récuser dans ce contexte où les républiques d'Asie centrale avaient justement, désolée pour l'expression, mais toute leur centralité au sein de ces espaces et de cette époque. Je ne sais pas trop si j'ai bien répondu à vos questions. Une personne n'a intervenu sur la discussion. Est-ce que quelqu'un aurait une question ou une remarque dans le public? Quelqu'un d'autre? Vous prenez la parole, parce que de toute façon, pour l'instant, personne. Oui, Jean-Bi, tu peux prendre la parole. Voilà. Vous m'entendez là? Oui. Oui. Bonjour Jean-Bi. Bonjour Noémie, merci beaucoup. Merci beaucoup, juste un instant. Да. Я не могу, говорит, сейчас перезвоню. Извиняюсь. Je m'excuse. Merci beaucoup. Malheureusement, je n'ai pas pu venir pour le début. Donc, peut-être, bon, finalement, j'ai beaucoup de questions, mais peut-être il y a des choses que tu as déjà, dont tu as parlé au début. Première question, tout petit. Ça a été d'ailleurs très intéressant. Bravo, mais je savais que tu vas faire une super recherche et surtout le fait que tu essayais, disons, un peu scanner ou aller à travers de champs littéraires, comme tu dis, donc je suppose qualité, disons, littéraire. Et cela m'intéresse beaucoup. Bon, a priori, comme j'ai vécu aussi cette époque, disons, j'ai plus ou moins, j'ai mon idée, mais j'ai peur aussi qu'elle est peut-être stéréotypée en quelque sorte. Donc, je me demandais, je sais que tu n'as pas eu tous les sources ou tous les numéros de Lotus, par exemple, mais disons ton impression. C'est un peu rhétorique la question. Bien sûr, on savait que par rapport à Revue Lotus, par exemple, on savait que c'est un peu, pas un peu, mais projet tout à fait politique. Mais quand même, il y avait bien sûr une volonté de mettre en avant les meilleurs exemples de littéraires, poétiques, etc. Donc, finalement, disons, si mettre la question très simple, comment tu as trouvé ton impression après les numéros ou les sources que toi tu avais sur la qualité, notamment littéraire de ce journal ou de ces projets, non seulement de Chingiz Aitmatov lui-même, parce que, bon, je suis tout à fait d'accord, dont vous avez parlé des inspirations et de changements, disons, de l'œuvre, et c'est très clair dans sa vie littéraire, son déviation, disons, dans son style, voilà. Mais en général, donc, sur la qualité littéraire, est-ce que quand même, disons, cette bureaucratie littéraire, comme tu dis, en pesait plus, ou ils ont quand même réussi à faire
mettre en avant, disons, un véritable exemple, le meilleur exemple de Mmh. littérature. Euh, et deuxième question, un peu sur la plutôt méthodologie, j'ai un peu vu un petit partie comment tu as travaillé et c'était formidable. Et tu te souviens les films que tu as vus, Mmh. donc je crois sur le rassemblement de l'UNESCO, est-ce que tu as utilisé dans ton travail et disons, c'était lié à quel résumé ou quelle idée, Mmh. disons, de ces films documentaires? Ouais. Merci beaucoup, Jambi. Alors, pour répondre à la première question d'abord, donc au sujet de la qualité littéraire, alors je vais me concentrer ici pour ma réponse sur Lotus. En fait, c'est une difficulté à laquelle j'ai été confrontée aussi au cours de mon mémoire de M1. C'est-à-dire qu'en fait, moi, en tant que, voilà, j'ai une formation complètement littéraire, on est habitué à lire de grandes œuvres, de très beaux textes. Et là, je me suis retrouvée en fait face à un objet qui était complètement composite et dans lequel justement la qualité littéraire était très inégale. C'est-à-dire que Lotus, en fait, revendique une certaine hybridité générique. Donc, on peut retrouver à la fois des nouvelles, des poèmes, des essais, du théâtre. Donc, voilà, c'est extrêmement riche, c'est extrêmement complexe. Mais en fait, d'une page à l'autre, on pouvait très bien se retrouver, je ne sais pas, par une nouvelle écrite par Chinua Achebe. Donc, voilà, c'est magnifique, on adore, ça se dévore. Et puis, juste après, en fait, un poème qui était absolument illisible, voire indigeste, parce que c'était un petit morceau justement de propagande communiste. Et donc en fait, c'était ça toute la difficulté de ce sujet, c'est que il y avait certes de grands textes littéraires, de grands noms qui figuraient en fait dans les pages du magazine, mais au-delà de ça, c'était un projet subordonné à un projet politique avant tout, et pas un projet esthétique. Et donc c'est vrai que ça donnait lieu des fois à des textes oui, indigeste, mal écrit, ou alors même carrément répétitif. Enfin, il y avait vraiment cette dimension-là à laquelle, après, moi, j'ai dû aussi me confronter presque d'un point de vue épistémologique, c'est-à-dire pourquoi ces textes, donc, qui sont aujourd'hui clairement pas des textes littéraires ou des textes que le canon littéraire ne gardera pas, qu'est-ce qu'on en fait dans la recherche en littérature? Donc ça, c'était aussi une question à un autre niveau encore, de voilà, savoir comment justement intégrer, questionner ces textes qui ont avant tout une valeur politique, une visée politique. Et il faut savoir qu'en fait, le canon littéraire fonctionne à l'inverse, c'est-à-dire que souvent les grands textes n'ont pas enfin, les grands textes sélectionnés par le canon traditionnel n'ont pas justement cette charge politique directe, j'ai envie de dire, cette charge politique effective, qui était celle en fait qu'on retrouvait dans bien des textes de Lotus. Donc ça, c'est une difficulté, mais c'est en même temps une richesse, hein, parce que je veux dire, c'est aussi rare aujourd'hui d'avoir des objets littéraires qui charrient autant de questionnements et qui permettent justement de se confronter en fait à quelle est aussi à ces questions de valeur littéraire, hein, qu'on peut aussi très bien déconstruire et on peut aussi considérer que voilà, ce que le canon littéraire a exclu, ce serait peut-être aussi des choses à relire d'une autre façon, ou alors les relire avec les lunettes d'historien, d'anthropologue et non pas avec celles de littéraire. Il y a aussi ces différentes perspectives qui peuvent être mises qui peuvent être questionnées. Donc voilà, ça c'était pour. En faveur, c'était très éclectique, en Oui, faveur de disons, plutôt plus vaste distribution ou choix des pays amis, disons, amicales du tiers-monde. C'est ça? bah, Družba, oui, oui, c'est apparu. Družba narodов, ce qu'on dit, l'amitié des peuples oui, euh, exactement. amical. Mhm. Exactement. Il y avait vraiment toute cette rhétorique. Après, au niveau de la diffusion du magazine, il ne faut pas oublier, c'était à chaque fois 5000 exemplaires dans chaque langue. Ah oui, puisque Lotus, je n'ai pas précisé, mais c'était trilingue. C'était publié en français, en arabe, en anglais. Le tout financé par l'URSS, édité à Berlin et au Caire. Ah oui, désolé, je n'ai pas rappelé ces éléments-là. Mais voilà, juste, je le redis rapidement. Et donc, en fait, 5000 exemplaires dans chaque langue. Donc, ce n'est pas non plus des tirages phénoménaux, hein. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, c'est compliqué de remettre la main sur ces numéros parce que ce n'était pas non plus de l'ordre de la grande distribution littéraire. Et c'est intéressant de savoir en fait qu'il y a beaucoup de numéros qui étaient envoyés en Europe de l'Ouest, c'est-à-dire justement dans les associations communistes, etc., les éditeurs français réunis, etc., etc. Il y avait aussi tous ces relais en fait dans l'intelligentsia occidentale qui étaient alignés en fait de l'autre côté. Donc après, la diffusion effective en Afrique, par exemple, j'avais lu une brève étude là-dessus qui disait qu'en fait, c'était rare finalement que les numéros comment dire, atteignent les gens qu'ils voulaient vraiment atteindre, à savoir probablement, je sais
pas, des paysans du fin fond de l'Indonésie ou du Congo. Enfin, c'était rarement le cas, en fait. C'était principalement adressé à un public de lettrés et à un public extrêmement politisé aussi. Donc, c'était loin d'être un produit culturel de masse. Loin de là. Et donc, par rapport à la méthode sur les films de l'UNESCO, alors oui, ça m'avait été absolument utile en fait pour voir justement cette évolution au sein de la carrière littéraire d'Aïtmatov, qui était finalement avant bien plus un intellectuel en fait impliqué dans des institutions avant tout, des institutions des bureaucratiques soviétiques, dont il va en fait petit à petit s'émanciper pour, comment expliquer ça, mais personnaliser, on va dire, sa carrière littéraire d'écrivain et la trajectoire qui va avec. Donc, ces films de l'UNESCO, pour rappeler en fait aux autres personnes du public, ce sont des films en fait auxquels j'ai eu accès grâce à Jambi, qui était en fait conservé dans les archives d'une chaîne de télévision kirghize. Et donc, c'est des films qui sont datés de 1999. Et c'est une époque à laquelle Aïtmatov se rend à Paris, en fait, et va vivre ce qu'on peut qualifier de consécration littéraire. C'est-à-dire qu'on va lui remettre tous les prix, toutes les récompenses imaginables. Et il va vraiment être comment dire, voilà. Au centre de l'UNESCO. Voilà, exactement. Et donc, ça, j'en ai parlé dans mon article, mais je ne suis pas revenue dessus dans la présentation. Mais donc, pour montrer justement comment, en fait, ça figure, comment dire, qui était avant beaucoup plus, qui était beaucoup plus institutionnel, c'est petit à petit, voilà, émancipé, en fait, de ces implantations-là, et pour rencontrer une plus grande personnalisation, etc. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à tes questions, Jean-Louis? Très bien, oui. Okay. C'était, oui, très bien, merci. Nous avons maintenant une question de Alejandro, si vous voulez la poser vous-même. Sinon, je lis l'intervention, enfin votre question. Je vais poser la question. Oui. Bonjour. 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 Merci, c'était très intéressant, très intéressant comme conférence. Je voulais vous poser une question à propos de Aïtmatov après 86, parce qu'à ma connaissance, il était devenu diplomate au Benelux, d'abord au Luxembourg, puis à Bruxelles. Est-ce que vous savez s'il a continué à publier ou est-ce que dans son rôle de diplomate, il avait aussi un rôle littéraire? Merci. Alors, moi, je distinguerais plutôt les deux pans de sa carrière. Il a continué à publier tout de même. Hein. C'était un écrivain assez prolixe. Hein. Il publiait assez régulièrement, mais là, on est plus sur la fin, en effet, de sa carrière littéraire. Et en fait, son rôle d'ambassadeur a quelque peu éclipsé aussi son activité littéraire. Parce que ce qui était intéressant en fait dans les cercles des cercles afro-asiatiques, c'est que c'était avant tout porté sur la culture, c'est-à-dire que c'était des cercles qui cherchaient à constituer un champ littéraire, ce qui n'était pas du tout le cas en fait de ces missions d'ambassadeurs où là on était sur un plan voilà beaucoup plus diplomatique, beaucoup plus politique en fait, et moins axé sur les questions culturelles. Donc moi là comme ça, j'avoue que j'ai pas de grands textes qui me vient à l'esprit écrits après 86. Donc, peut-être que quelqu'un peut me corriger dans l'Assemblée. Là, moi, j'avoue que je n'ai pas trop la réponse, mais donc j'aurais en effet tendance à dire que son activité politique d'ambassadeur a en effet quelque peu éclipsé son activité littéraire. D'accord, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? S'il y a le temps. Oui, bien sûr. Il n'y a pas d'autres questions, parce que j'ai déjà posé. Moi, j'aurais des questions, mais vas-y, Jambi, pose. Ça m'intéresse. J'ai mon propre opinion, mais ça m'intéresse beaucoup, ce que Noémie, tu penses. Peut-être, d'ailleurs, je ne t'ai même pas demandé, je suppose que tu as eu beaucoup d'informations et documentation justement sur le forum des écoles. Et donc, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce qui est ton impression, disons, sur ce rassemblement? Finalement, maintenant, après tant d'années passées, voilà, je veux pas, je peux élargir la question, mettre. Non, mais je vois où tu veux en venir, je pense, Jambi. Mais voilà, j'ai une réponse. Tu es très intelligente, ça m'intéresse beaucoup. Parce que tu vois, je pense les choses
presque tout de suite. Je vois où tu Quel veux en était le venir. but, disons, quel était le but véritable, enfin, si on Oui. peut dire Alors, comme ça, ça, amener les grands noms en Kyrgyzstan, qui est justement, si on peut dire, en utilisant les termes, en périphérie, en quelque sorte, au petit pays mal connu, ou bien la chose politique, etc. mhm. Oui, alors un premier élément que je n'ai pas rappelé en effet dans ma présentation, parce que c'est vrai que j'étais un peu prise par le temps, surtout à la fin, sur la question de l'organisation du forum. Mais c'est quelque chose que j'ai pu évoquer justement avec Mukaram Toktogulova, que j'ai rencontré grâce à toi, Jambi, qui est une universitaire qui a écrit sa thèse en fait sur Kubat Jusupaliev, donc le père de Jambi, et qui a aussi en fait beaucoup travaillé sur Aitmatov. Et en fait, ce qu'elle m'a expliqué, c'est que, et fait remarquer surtout, c'est qu'en fait, il est intéressant de constater qu'à ce forum, Aitmatov invite principalement des représentants de l'Ouest, pour le dire comme tel. C'est-à-dire Claude Simon, James Baldwin, voilà, c'est les États-Unis. Il y a Charles Kemal, bon, c'est la Turquie, c'est un peu différent, mais après, il y a aussi Arthur et Inge Miller qui vont se rendre là. Et donc, il n'y a plus justement, en fait, tous ces grands représentants de l'internationalisme afro-asiatique. Ils ne sont plus là. Je ne sais pas, il aurait pu inviter justement Fez Ahmed Fez, ou alors justement tous les médiateurs afro-asiatiques, centra-asiatiques, comme Rasoul Kamzatov, Mirsout Sonzadeh, Darwish, etc. Darwish, etc. Ils ne sont pas là en fait à ce rassemblement, ils ne sont pas invités. C'est un rassemblement aussi qui est un peu plus sélectif, je dirais, dans les invités, c'est-à-dire quand même on est face à un panel extrêmement choisi. Et donc en fait, c'est intéressant de voir que là, il va plus se rapprocher finalement du bloc de l'Ouest. Donc ça, c'est aussi ce qui peut mettre sur la piste du fait que bon, les grands rassemblements asiatiques, au bout d'un moment, il y a eu aussi une page qui s'est tournée, une époque qui avait changé probablement, et qui faisait que ces réseaux de solidarité, ces relations entre intellectuels étaient moins forts, moins présents. Ça, c'est un élément. L'autre élément qui peut être avancé, après là, c'est des conjonctures qui peuvent être un peu plus polémiques, mais c'est que Aitmatov est aussi à cette époque déjà dans une forte consécration, à époque de consécration littéraire. Et en fait, l'objectif ultime, c'était aussi à ce moment-là d'avoir le prix Nobel de littérature. Et donc, en invitant aussi voilà, certains de ces grands noms, ça pouvait être vu comme une façon de... Voilà, de... Alors après ça, je ne sais pas, c'était une interprétation que toi et Mukaram, vous partagez. Moi, je ne peux pas forcément me positionner parce que je n'ai rien lu à ce sujet. Là, en plus, on est plutôt de l'ordre de l'allégation. C'était écrit et c'était décrit par les chercheurs. C'est pas Oui, que Mukaram oui, a oui. inventé. Oui. Ah non, non, j'ai pas du tout dit ça, mais c'est de vous que je l'avais entendu, on va dire. C'est pour ça que... Et donc, voilà, il y avait eu aussi cette volonté, voilà, encore une fois, de se positionner dans un champ littéraire de façon un petit peu différente. Après, je pense qu'il y avait aussi la question, mais à l'époque de la perestroïka. Donc, ce qui est Voilà. intéressant aussi, Ah c'est oui. que quand il invite des personnalités au Kyrgyzstan, en fait, là, c'est plus le Parti communiste kirghize qui chapeaute l'organisation, c'est Aitmatov lui-même. Donc, on est aussi en fait dans un mode de changement. En plus, après ça, les participants au forum vont se rendre à Moscou, où justement Gorbatchev va les féliciter pour leur implication, etc. Donc, il y a aussi toutes ces dimensions politiques qui jouent. À cette époque où Aitmatov est donc conseiller de Gorbatchev, et après, voilà, comme l'a rappelé la question d'Alejandro, il va devenir aussi ambassadeur, etc. Donc, on est véritablement sur des questions voilà, de stratégie d'ordre politique dans le champ littéraire. Donc, c'est pour ça que c'était une question que j'ai posée à la fin de mon article. Est-ce que finalement, ce forum des Sicoules, c'est un héritage des grands rassemblements asiatiques ou pas? Alors moi, je considère que oui, mais seulement en partie. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Eh ben, merci. Donc moi, j'ai quand même, je vais faire quelques commentaires et quelques questions aussi. Évidemment, le sujet est vraiment très, très intéressant. D'une part, de revenir un tout petit peu sur cette question de changement enfin de rupture d'une certaine manière que tu as peu abordé ici, enfin aujourd'hui, mais sont assez présentes dans ton article sur de la Seconde Guerre mondiale et donc de changement aussi. Auparavant, en fait, on a notamment dans toute cette politique de l'Union soviétique vers l'Asie ou l'Afrique ou ce qui était souvent appelé à l'époque l'Orient,
les populations centra-asiatiques, ou les représentants d'Asie centrale sont pratiquement absents. On voit donc le changement qui se passe dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et d'une certaine manière, est-ce qu'on pourrait peut-être aussi l'interpréter dans une forme d'intégration des Centra-Asiatiques dans l'univers soviétique? Si auparavant, avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait toujours une méfiance à l'égard des Centra-Asiatiques qui n'étaient pas considérés comme des vrais communistes ou des vrais révolutionnaires, voilà, il y a quand même un changement qui s'opère après la Seconde Guerre mondiale, alors voir aussi dans quelle mesure justement quel est ce changement. Et c'est un peu aussi ce dont tu parles par rapport au lien avec son père. Et ça, je pense que c'est quelque chose aussi d'assez important qu'il y a dans la fin des années 50 et dans les années 60 sur cette création d'une nouvelle intelligentsia soviétique dans les différentes républiques, et avec aussi ce lien avec, en effet, le passé, les répressions staliniennes. Et on a un phénomène assez parallèle au Kazakhstan avec Aouezov, avec Mukhtar Aouezov, qui est aussi un des grands écrivains soviétiques kazakhs, et qui, lui, a passé les répressions et qui était toujours vivant, et qui a dit justement à son fils, Murat Aouezov, qui était jeune au début des années 60, et à un certain nombre de jeunes intellectuels, étudiants des années 60 kazakhs et kazakhstanais, qu'ils devaient en fait former la nouvelle intelligentsia, qui avait été réprimée et décimée à la fin des années 30 ou dans les camps. Et donc, il devait être cette nouvelle intelligentsia. Donc là, il y a quand même un changement qui est assez intéressant et qui se combine aussi avec justement cette idée de faire ces liens avec l'Asie et l'Afrique qu'on avait auparavant au travers du Comintern et à travers un certain nombre d'organisations, mais qui est vraiment profondément, je pense, différent, et où en effet la culture, même si elle était présente auparavant, prend une importance assez grande. Et c'est justement un peu la question que j'aurais, c'est que tu abordes par différents éléments, mais sans l'aborder vraiment directement, sur l'insertion de ce jeu, de l'association des écrivains afro-asiatiques dans le jeu général des organisations internationales, que ce soit l'UNESCO, que ce soit l'ONU, que ce soit toutes ces grandes organisations, ou aussi ce que tu as un peu mentionné dans ton article sur le Pen Club, donc, qui est aussi antérieur à ces associations-là qui existent, et comment elles évoluent et comment elles interagissent aussi entre elles. Et donc, quel est ce rapport entre ces organisations, donc là, afro-asiatiques, soviétiques, et un peu quand même dirigées par l'Union soviétique, même si justement, c'est quand même plus complexe que ça, parce qu'il y a plein d'individus et de personnes différentes qui participent à ça, et qu'il y a je pense, encore une histoire à écrire justement de ces organisations et de comment elles sont fonctionnées, comment elles se constituent et leur évolution. Mais un peu, voilà, ces rapports-là. Et en lien aussi un peu avec ça, tu parlais donc en 56 de la conférence des écrivains asiatiques. Mhm. Et donc là, avec l'organisation financée par l'URSS, on passe à une organisation afro-asiatique. Et donc, de cette manière, comment se joignent ces éléments entre l'Asie et l'Afrique? Donc, comment se fait qu'il y ait ce choix en fait d'associer les deux? Comment ça se crée en Union soviétique, puisqu'il y en a aussi créé des instituts de l'histoire de l'Asie et de l'Afrique. Et si on remonte plus en amont, c'est le rapport de Mircea Tsangaliev, qui aussi, dans les années 20, parle d'un mouvement qui doit être en direction de l'Afrique et de l'Asie, et donc d'associer les pays colonisés. Voilà, donc un peu comment s'articule en fait cette question d'Afrique et d'Asie. Et la dernier point peut-être, c'est par rapport aux traductions. Donc, c'est aussi un peu ce que disait Jambi sur la question de la qualité littéraire. Et donc, de voir peut-être voir à la fois que c'est un outil de propagande, évidemment, de savoir comment ce que fait Aragon, donc quand il décide de publier un certain nombre d'œuvres d'Union soviétique,
Donc, c'est intéressant aussi de voir les choix. Donc, il y a quelques auteurs d'Asie centrale qui sont publiés, comme Saïd Rimnani, Murtara Awezov, Abdi Jamal Nurpeysov et Chingiz Aitmatov. Donc, c'est quelques représentants qui sont d'ailleurs, ça représente au moins 3 républiques de l'Asie centrale parmi ces auteurs publiés et traduits en France. Donc, il y a ce côté un peu de propagande et aussi de peut-être ce que tu dis un peu par rapport à Aitmatov, de ses importances, de ses relations par rapport à son œuvre littéraire, à sa manière d'écrire, et donc de voir comment ça, au niveau justement de ces diffusions de courants littéraires, d'évolution au niveau de la littérature, qu'est-ce que ça peut apporter. Merci. D'accord. Alors, je vais essayer de reprendre à ta première remarque, où il était question donc, de l'insertion de l'AWA, donc Afro-Asian Writers Association, donc Association des écrivains afro-asiatiques, dans les grandes institutions internationales. Alors, c'est un rapport qui est assez complexe parce que, encore une fois, l'AWA avait comment expliquer, c'était une association subalterne, hein, pour reprendre le terme de Spivak, en fait, au sens vraiment de minorer et avec une très, très faible exposition et reconnaissance sur la scène internationale. Encore une fois, au sein du monde aligné avec le bloc de l'Est, ce n'était pas la même chose, mais au sein des institutions internationales, c'était très compliqué. On sait par exemple que le Pen Club, pendant de nombreuses années, en fait, avait exclu les délégations soviétiques des grandes rencontres. Et en fait, ça va évoluer après au tournant des années 70. Et donc, voilà, il y avait aussi toutes ces institutions qui étaient internationales, qui étaient elles-mêmes, en fait, prises dans la nébuleuse de cette rivalité de guerre froide et qui donc engendraient des exclusions et des phénomènes, en fait, de minoration. Alors après, ce n'est pas valable pour toutes les institutions, parce que par exemple, le SCASA, dont j'ai déjà parlé, donc le Comité soviétique de solidarité des pays d'Afrique et d'Asie, avait réussi en fait à être très actif au sein de l'UNESCO. Il y a un article très intéressant à ce sujet auquel je fais référence dans l'article. Et donc voilà, ça nous montre aussi que des fois, il y avait des stratégies possibles en fait pour contrecarrer ces effets d'exclusion. Mais alors encore une fois, ça dépendait aussi des époques. C'est-à-dire que là, le Pen Club, par exemple, voilà, ça c'est pas le cas pour la période qu'on étudie. J'ai plus les dates en tête, mais donc il y a aussi des phénomènes voilà, d'évolution aussi en fonction des périodes en fait, de tensions plus ou moins fortes entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest pendant la guerre froide. Donc ça, ce sera encore, je pense, un autre article à écrire sur la question justement de positionnement des associations alignées au sein de la communauté internationale. Sujet vraiment passionnant et encore plus avec comme focus les écrivains afro-asiatiques. Pour revenir ensuite sur la question de la dénomination. Juste avant, peut-être, ce que tu mentionnes l'UNESCO, je pense justement, c'est ça qui est peut-être un des organisations internationales qui est le plus joue un rôle dans cette histoire-là. Et donc, où en effet, l'Union soviétique était très active, puisqu'il y a aussi, au sein de l'UNESCO aussi, qu'il y avait toutes les questions de définition géographique de l'Asie centrale. Et c'est beaucoup des soviétiques, d'ailleurs un tadjik, qui met en avant ces questions-là. Et on voit au forum d'Issy-Cool aussi beaucoup de gens qui sont invités sont des gens qui gravitent autour de l'UNESCO. Tout à fait, tout à fait. Oui, absolument. Hein. C'est vraiment des relais très, très importants. Je m'excuse, à cause de Federico Meyer, qui était son ami, qui était chef de l'UNESCO, je crois, à cette époque, et via lequel étaient beaucoup des grands noms. Hein. Ce n'était pas clair et sûr qu'ils vont venir. Mais je pense que l'UNESCO a joué tout à fait le rôle intermédiaire. Tout à fait. Tout à fait. Et pour revenir maintenant sur la question de la dénomination afro-asiatique, donc ça, c'est aussi une dénomination qui va évoluer au cours du temps, puisqu'en fait, à partir des années 70, c'est plutôt les mouvements qu'on va appeler tricontinentaux qui vont prendre la relève, donc à savoir qui vont aussi inclure l'Amérique latine, qui était en fait la grande exclue finalement des politiques soviétiques, et d'ailleurs de Lotus aussi, hein, par exemple la tricontinentale, donc la revue
publiée justement par ce mouvement, la tricontinentale est beaucoup plus lue, beaucoup plus étudiée que ne l'est Lotus aujourd'hui. En fait, il y a aussi des effets de chronologie, c'est-à-dire que ces mouvements de solidarité se sont structurés au fil du temps. Et donc, en fait, pour des questions de proximité géographique et puis surtout comment dire, de bagage historique, donc pour l'URSS, il a été dans un premier temps plus logique et plus stratégique d'aller en fait s'allier avec les continents africains et asiatiques, et ensuite dans un second temps d'aller chercher l'Amérique latine. L'Amérique latine qui était d'ailleurs beaucoup plus présente en fait au festival de cinéma qu'au festival littéraire. Ça c'est intéressant aussi à noter qu'il y avait, parce que tout simplement les festivals de cinéma ont été souvent un peu plus tardifs en fait, et aussi parce que l'Union soviétique a eu plus de difficultés à structurer ce champ qu'elle n'a pu le faire avec le champ littéraire. Donc ça, c'est encore un sujet un peu différent, mais donc c'est vrai que c'est des discours qui sont intéressants à questionner, parce que quand on lit Lotus, on va retrouver en fait beaucoup de discours qui vont tenter de justifier justement cette alliance afro-asiatique, et c'est des discours qui des fois sont presque essentialistes. Vous voyez, une sorte de grande diatribe sur l'âme afro-asiatique qui unit l'homme africain et l'homme asiatique. Enfin, vous voyez, des choses comme ça très, très abstraites et qui finalement essentialisent certaines identités en oubliant en fait la question du passé colonial, qui était en fait quand même la première source de jonction entre ces continents, mais qui pouvait aussi très très bien intégrer l'Amérique latine. Mais une des raisons aussi de l'exclusion de l'Amérique latine était aussi tout simplement l'influence bien plus grande des États-Unis sur le continent. Et là, je ne vais pas refaire tout un historique du nombre de coups d'État aussi qui a brimé les résistances communistes en Amérique latine, mais ça, c'est aussi une histoire politique qui a influencé ces jeux de relations et de solidarité. C'est peut-être aussi par rapport à la période, c'est les mouvements de décolonisation, ils sont en Afrique et en Asie. L'Amérique latine est entre guillemets déjà décolonisée, enfin dans d'autres dynamiques. Et ce qui change évidemment dans les années 70. Tout à fait. Tout à fait. Alors, j'ai un train bientôt. Est-ce que du coup, ce serait possible qu'on se quitte ici pour aujourd'hui, ou il y a d'autres questions? Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a pas de... On a déjà fait une bonne heure et demie de conférence, donc... Oui, très bien. Ben, merci beaucoup. Hein, c'était vraiment, je pense, très intéressant. À vous toutes et tous. Voilà, ça ouvre beaucoup de questions, mais ceci dit... Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, s'il y a d'autres questions, échanges, on peut aussi poursuivre après par mail. Donc voilà, moi, je suis ouverte à toute autre question, discussion. L'article sera bientôt aussi diffusé, donc pour aussi une autre approche sur la question, peut-être un peu plus détaillée, plus structurée qu'une présentation orale ne peut l'être. Noémie, juste petite remarque. Je m'excuse. Est-ce que, remarque et question, parce que maintenant je me souviens sur certaines choses. Est-ce que tu as eu le temps d'étudier par exemple, on parlait de forum des écoles. Peut-être ça serait intéressant ce que ce fameux auteur on écrit. Il y aura une certaine impression par les articles aussi. Oui. Je sais qu'une, maintenant, ça me vient à l'idée, je crois, c'est Claude Simon qui écrit sur le forum. Oui, tout à fait. Ouais, il y a un livre consacré au forum. Ah, bon, ok. Mais oui, j'ai aussi pu me pencher un petit peu là-dessus. Oui, Gabrielle Chonatowski, vous voulez dire quelque chose? Oui, juste deux suggestions pour Noémie. La première, si tu ne les connais pas, c'est les travaux d'Elena Razagova. D'accord. Qui, je peux le mettre dans le chat. Elena Razagova, qui est à l'université de Concordia à Montréal et qui travaille beaucoup sur justement ces questions surtout ces questions de solidarité internationale au prisme des questions de traduction. Donc, elle a beaucoup travaillé. Là, il y a un article qu'elle vient de faire paraître sur Sam Ben-Ousmane, l'écrivain Sam Ben-Ousmane. Mais plus généralement, elle a beaucoup travaillé sur les archives à Moscou, un petit peu en Asie centrale, et fait beaucoup d'entretiens avec des interprètes. Donc, je pense que c'est assez intéressant justement de répondre à cette question que tu as. Est-ce que Aïmatov était finalement se prêtait avec plaisir à ce jeu, ou est-ce que c'était une question finalement qui n'avait pas le choix? Je pense que la réponse est beaucoup plus complexe. Il faut bien s'imaginer aussi que pour beaucoup de centres asiatiques, c'était aussi une ouverture sur le monde, ces conférences.
extrêmement important. Ça leur permettait de rencontrer des personnalités qu'ils n'auraient pas eu l'occasion de rencontrer par ailleurs. Pardon. Et deuxièmement, avec Constantin Katsakeris, que tu connais sûrement, qui a écrit quand même beaucoup aussi sur ces questions-là, et avec Françoise Blum également, qui travaille sur les socialismes en Afrique. Là, on va publier un article qui va apparaître dans la revue Source. La revue Source, c'est une revue numérique sur les sources concernant l'Afrique, sur justement des archives retrouvées à Moscou concernant Sembène Ousmane, donc cet écrivain sénégalais qui était là en 1958, qui était proche d'Akhmatov également, et qui montre justement les correspondances, toutes ces questions un peu que je pense qui peuvent te permettre d'élargir un peu la focale à une réflexion plus large sur la place des écrivains africains et les relations avec des institutions soviétiques, pour aussi un peu remettre pour avoir un regard plus critique sur, oui, ces institutions, c'est des institutions, que ce soit l'association afro-asiatique, etc., toutes ces institutions sont très politiques, mais à l'intérieur, il y a quand même des individus qui nouent des relations interpersonnelles qui peuvent être très riches pour justement essayer de complexifier cette histoire. Donc, l'article va apparaître bientôt avec une correspondance entre Sembène Ousmane et l'Union des écrivains soviétiques. D'accord, génial. J'irai lire ça avec beaucoup d'intérêt. En tout cas, merci beaucoup pour les références. Et en tout cas, c'est un sujet passionnant, tu vois. C'est vraiment très, très intéressant, en effet. Je serais heureuse d'échanger un petit peu plus peut-être à ce sujet. Est-ce que tu vas continuer ce sujet, tu penses? Non, pour l'instant, pour mon M2, je m'oriente plutôt sur la littérature turque. Parce que là, la barrière linguistique a été vraiment très, très lourde à Bishkek. Donc là, non, j'ai un petit peu changé. Après, c'est un sujet qui reste passionnant et auquel je m'intéresserai peut-être plus ponctuellement, des articles, etc. Mais là, il me manque trop d'éléments, en fait, pour faire un vrai travail pour un M2 et surtout pour une thèse. Donc, malheureusement, malheureusement ou pas, hein, c'est aussi bien de changer un peu les sujets de recherche, mais je vais évoluer probablement. Bravo quand même. Sans avoir parlé le russe, oui, tu as fait un travail formidable. Merci un beaucoup. travail de chercheur. Merci. Merci à toutes et tous pour votre attention. Surtout. Merci Noémie, qui ne rate pas ton train. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup au public et puis à très bientôt. À très bientôt. Pour